fait le lien entre On ce a fait virus. un faux lien, un lien d'opportunité avec un virus. Voilà, on a dit, tiens, ce serait pas mal un virus, parce que c'est pas très visible, c'est tout petit, personne n'ira y voir. Voilà. D'accord. Et ce virus, justement, parce qu'il y a une annonce de la découverte de ce VIH, il s'est fait par qui? Je crois que c'est le professeur Gallo aux États-Unis, en collaboration avec le professeur Luc Montagnier, donc français. C'est bien ça, parce qu'il y a bien. Voilà, alors, euh, dans le labo de Luc Montagnier à l'Institut Pasteur, en 1983, on a, semble-t-il, découvert ce qui semblerait être un virus. Je n'irai pas plus loin. Et l'année suivante, en 1984, Robert Gallo, en utilisant un échantillon provenant de l'Institut Pasteur, a lui-même fait une prétendue découverte de virus. Mais ce n'est pas Gallo qui a annoncé ça comme étant la responsabilité du sida. L'annonce a été faite officiellement dans une conférence de presse par Margaret Heckler, secrétaire d'État à la santé, et non pas par les scientifiques eux-mêmes. D'accord. C'est une déclaration officielle gouvernementale américaine qui a déclenché le phénomène en disant « Nous venons de découvrir le vecteur du sida ». C'est donc une volonté politique. Ça ne s'était jamais fait auparavant avec les autres virus? C'est quelque Non, chose de. non. Puisque tu évoques cette conférence de presse historique, il faut dire qu'elle avait annoncé que ce virus est probablement la cause du sida. Mais le lendemain, les médias du monde entier ont oublié un seul mot, le mot probablement. Et c'est passé de la probabilité à la certitude en 24 heures. Ce qui a changé beaucoup de choses, on peut le voir aujourd'hui. Et justement, alors, puisque ce virus n'a jamais pu être isolé, quelle est la valeur du test de dépistage du sida et à quoi correspond le fait d'être séropositif ou non? Mais ce que le public croit très souvent, c'est que ce test identifie la présence d'un virus, ce qui est absolument faux. Ce test identifie uniquement la présence d'anticorps qui sont censés s'opposer à la multiplication de ce virus. Et en aucune manière, la spécificité de ces anticorps n'a pu être démontrée. Tout au contraire, un auteur américain, Christine Johnson, a publié en 1998 un article clé dans l'histoire de cette controverse, publiant une liste d'environ 70 conditions médicales qui peuvent par elles-mêmes causer la dite séropositivité. Et dans cette longue liste, vous trouvez la tuberculose, la malaria, la lèpre, prendre une vaccination antigrippale, tenez-vous bien, la grossesse, les grossesses multiples en particulier. Et donc il y a une liste de 70, les transfusions sanguines. Alors, si vous mettez la malaria, la lèpre et la tuberculose dans les causes possibles de la séropositivité, vous imaginez que sur la scène africaine en particulier, on en trouve de très nombreux millions. Donc ce test n'a strictement aucune valeur, a uniquement permis de terroriser la population du monde entier et de justifier d'une façon qui ne peut être mieux caractérisée que celle d'un génocide pharmacologique, a semblé justifier la prescription à tous ces patients séropositifs de médicaments d'une toxicité tout à fait mortelle. En gros, donc, c'est assez effrayant ce que vous nous dites parce que, si j'ai bien compris, toutes les personnes dites séropositives à qui l'on prescrit des traitements très lourds sont des individus sains. Eh oui. Très bien. Ça Et fait oui, froid dans le dos. dans cette histoire de sida, il y a eu deux phases. La première phase avec des vrais malades, c'est-à-dire des gens qui étaient atteints d'immunodépression. Il y a des gens immunodéprimés qui n'ont plus de système immunitaire, ceux-là, on les soigne. Bon. Mais le plus honteux dans cette histoire de sida, c'est le fait d'avoir justement inventé ces tests de séropositivité qui ont permis de classer parmi les malades des gens qui sont parfaitement sains. Et là a commencé le gros génocide. Et justement, les fabricants de ce test nous précisent-ils que celui-ci n'est pas fiable, en fait? Ah oui, en long, en large et en travers. Il suffit de lire la notice. Dans la notice est indiqué. J'ai cru comprendre qu'une même personne pouvait être séropositive à Paris et séronégative à Sydney en fonction des lieux. Tout à fait exact. Donc ça aussi, c'est assez. Oui, en Afrique noire, il suffit de 2 bandes
2 protéines sur les 10 caractéristiques du prétendu virus, il suffit d'avoir 2 bandes positives pour être classé comme séropositif. En France, il en faut 3. En Australie, il en faut 4 même. Donc, si jamais vous trouvez malade en Afrique, vous faites un petit saut en avion jusqu'en Australie et vous vous retrouvez sain d'un seul coup. Et ce test n'est pas applicable en Grande-Bretagne. Il est considéré comme tout à fait non significatif. Alors justement, par rapport au traitement, donc le seul qui a existé dès le départ, c'est l'AZT, c'est bien ça? Voilà. C'est un antirétroviral. L'AZT est un médicament qui avait été étudié dans le cadre de la lutte contre le cancer. Et puis, il s'est avéré que, comme on a l'habitude de faire des tests sur les souris, que toutes les souris crevaient. D'accord. Bon, donc on a absolument refusé, et catégoriquement refusé, que ce médicament soit mis sur le marché. Il est resté donc dans les placards. Jusqu'au jour où, la pression montant, les gens réclamant à grands efforts de panneaux, on veut un traitement, on veut un traitement, on a ressorti ça du placard en disant ben, ça fera l'affaire. Et on a ressorti l'AZT. Alors comment ce poison a-t-il pu obtenir une autorisation de mise sur marché, justement? En quelques semaines. On n'a jamais eu une approbation de mise sur le marché d'un médicament aux États-Unis avec une précipitation pareille. C'est absolument scandaleux. Ça supporte bien tout ce que tu viens de raconter, mais le cas des hémophiles séropositifs est extrêmement caractéristique. Oui. La mortalité des hémophiles séropositifs a été étudiée dans le Royaume-Uni, en particulier entre 1980 et 1992. Dans toutes les années initiales, jusqu'en 86-87, ce taux de mortalité des hémophiles séropositifs était extrêmement stable. En 87, on a commencé à les traiter avec des hautes doses d'AZT et la mortalité est montée en flèche. La courbe va comme ça, 87. Il n'y a pas de preuve plus frappante de l'extrême toxicité de ce médicament et du fait que les hémophiles ne mourraient jamais du VIH, mais sont très souvent morts de l'intoxication par cette drogue extrêmement dangereuse. Alors justement, au sujet de ces traitements, j'aimerais que l'on regarde ensemble cette vidéo de l'interview du prix Nobel co-découvreur du VIH, monsieur Luc Montagnier.